Ce jour-là, dans l'église Saint-Pierre, j'ai compris qu'un baptême pouvait détruire une mère. Je m'appelle Juliette Beaumont. J'ai 65 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. C'était un samedi de juin. Le soleil entrait par les vitraux, et l'orgue jouait doucement pendant que mon petit-fils, mon premier petit-fils, allait recevoir son prénom devant Dieu. J'avais attendu ce moment pendant des mois. J'avais brodé moi-même sa petite robe blanche. Chaque point était une prière. Mais à la sortie de l'église, alors que je m'approchais pour l'embrasser, mon fils Thomas s'est placé devant moi. Il a baissé la voix. Ses yeux évitaient les miens. « Maman, il vaut mieux que tu partes maintenant. Céline ne veut pas que tu viennes à la réception. » J'ai cru avoir mal entendu. « Pardon ?» Elle dit que tu crées toujours des tensions, que ce jour doit rester parfait. S'il te plaît, maman, ne complique pas les choses. Autour de nous, les invités riaient, prenaient des photos. Personne n'a rien vu. J'ai regardé mon fils, cet homme de 38 ans que j'avais élevé seul après la mort de son père. Cet homme pour qui j'avais travaillé 2 emplois pour qu'il puisse étudier à Sciences Po. Cet homme qui me regardait maintenant comme si j'étais une étrangère encombrante. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement hoché la tête, embrassé son front, et je suis parti. Dans ma voiture, j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes mains tremblent, mais je n'ai pas versé une larme. Pas encore. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement silencieux du 6e arrondissement. J'ai posé la petite robe brodée sur la table, j'ai fait du thé, et j'ai attendu que la douleur devienne supportable. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. « Madame Beaumont, ici Monsieur Lefebvre, de l'agence Prestige Réception. J'organise le baptême de votre petit-fils. Il y a un problème avec le paiement. Tout est enregistré à votre nom. » Mon cœur s'est arrêté. Et c'est là que j'ai compris, j'allais prononcer 3 mots qui changeraient tout. Avant ce jour terrible, ma vie était simple. Peut-être trop simple pour une femme qui avait tant donné. Je vivais seule depuis 12 ans, depuis la mort de mon époux Pierre. Nous avions eu une belle vie ensemble. Rien de spectaculaire, mais solide. Il était architecte, moi professeur de littérature au lycée Henri IV. Notre appartement sentait toujours le café et les livres anciens. Thomas était notre seul enfant. Un garçon brillant, sensible, qui adorait dessiner avec son père le dimanche matin. Quand Pierre est mort d'un infarctus, Thomas avait 26 ans, j'ai cru que nous deux resterions proches pour toujours, que le chagrin nous lierait. Pendant des années, c'était vrai. Il venait dîner tous les jeudis. On parlait de tout, de politique, de livres, de ses projets professionnels. Il était devenu consultant en finance, gagnait bien sa vie, mais gardait cette douceur que son père lui avait transmise. Puis Céline est arrivée. Je me souviens du premier dîner. Elle portait une robe blanche très ajustée, des talons vertigineux. Belle, sans aucun doute, mais froide. Ses yeux ne souriaient jamais vraiment. « Enchantée, Madame Beaumont », avait-elle dit en me tendant une main molle. Thomas la regardait comme si elle était la Vierge Marie. Au début, j'ai fait des efforts. Je l'invitais, je cuisinais ses plats préférés. Enfin, ceux que Thomas me disait être ses préférés. Mais elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. La viande trop cuite, le vin pas assez frais, mon appartement un peu vieillot. Un soir, après leur départ, j'ai retrouvé un petit mot qu'elle avait laissé sur la table de l'entrée. Sans doute par erreur. « Thomas, tu dois vraiment parler à ta mère de sa cuisine. C'est embarrassant. » J'ai froissé le papier et je l'ai jeté. Mais quelque chose en moi s'est fissuré ce soir-là. Les dîners du jeudi sont devenus plus rares, puis ils ont cessé complètement. Thomas disait qu'ils étaient occupés. Céline avait des obligations professionnelles. Moi, je hochais la tête et je souriais. Quand ils ont annoncé leur mariage, j'ai pleuré de joie. Je croyais encore que tout s'arrangerait. Mais au mariage, Céline m'a placé à une table au fond, loin de la famille proche, loin de mon propre fils. Et quand elle est tombée enceinte, j'ai su, sans qu'elle le dise, qu'elle ne voulait pas de moi dans la vie de cet enfant. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Mais malgré tout, j'espérais. J'espérais que la naissance changerait les choses, qu'un petit-fils ramènerait mon fils vers moi. Le jour où petit Mathis est né, je suis restée dans la salle d'attente pendant 8 heures. Céline ne voulait voir personne. Quand enfin Thomas est sorti, il m'a laissé le tenir 2 minutes. 2 minutes seulement. Puis Céline a sonné l'infirmière. « Je suis fatiguée. Il faut partir maintenant. »
J'ai embrassé le front du bébé et je suis repartie, seule, dans le froid de février. Ce jour-là, en marchant dans les rues de Paris, j'ai compris une chose terrible. J'étais en train de perdre mon fils, et je ne savais pas encore que le pire restait à venir. Les mois qui ont suivi la naissance de Mathis ont été les plus silencieux de ma vie. Je voyais mon petit-fils une fois par mois, peut-être deux, toujours sous surveillance. Céline restait dans la pièce, les bras croisés, comptant les minutes. Si je le prenais trop longtemps, elle trouvait une excuse. Il a faim. Il doit dormir. Le pédiatre dit qu'il ne faut pas trop le stimuler. Thomas ne disait rien. Il regardait son téléphone. Un après-midi de mars, j'ai osé leur offrir un cadeau que j'avais préparé avec soin. Un album photo relié en cuir, rempli de photos de Thomas enfant. Sur la première page, j'avais écrit « Pour Mathis, voici l'histoire de ton papa ». Céline l'a feuilleté rapidement, sans sourire. « C'est gentil, Juliette, mais nous préférons créer nos propres souvenirs. Les anciens, ça encombre. » Elle a posé l'album sur une étagère, dos tourné. Thomas a toussé. « Maman, tu veux du thé ?» Je suis rentrée chez moi ce jour-là, en serrant mon sac très fort. Dans le métro, une jeune femme avec un bébé s'est assise à côté de moi. Elle lui parlait doucement, lui chantait une berceuse. J'ai détourné les yeux. Quelques semaines plus tard, Céline a commencé à poster des photos sur les réseaux sociaux. Mathis avec sa mère à elle, Mathis avec ses amis, Mathis à la plage, au parc, au restaurant. Jamais une seule photo de moi. C'était comme si je n'existais pas. Un soir, j'ai appelé Thomas. J'avais besoin d'entendre sa voix, de comprendre pourquoi il me laissait disparaître. « Maman, ce n'est pas le bon moment. »« Thomas, s'il te plaît, 5 minutes. » Il a soupiré. « Écoute, Céline pense que tu es trop envahissante, que tu veux tout contrôler. Elle a besoin d'espace pour être mère à sa manière. » Envahissante, Thomas, je viens une fois par mois. Je ne dis rien. Je n'impose rien. Je sais, maman. Mais elle est sensible. Il faut la comprendre. Et moi, Thomas, est-ce que quelqu'un me comprend? Un long silence. Il faut que j'y aille, maman. On reparlera. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé la robe brodée que j'avais préparée pour le baptême, accrochée dans mon salon comme un reproche silencieux. Ce soir-là, j'ai compris que je devais faire un choix. Me battre et perdre définitivement mon fils, ou me taire et espérer que le temps arrange les choses. J'ai choisi le silence. Mais le silence, parfois, n'est qu'une autre forme de mort. Les semaines ont passé. Thomas ne m'appelait plus. Je recevais des nouvelles par sa secrétaire. « Monsieur Thomas vous fait dire que tout va bien », comme si j'étais une cliente et non sa mère. Puis l'invitation pour le baptême est arrivée. Une belle carte gravée, bordée d'or. « Céline et Thomas Beaumont ont l'honneur de vous inviter au baptême de leur fils Mathis, le samedi 23 juin à 15h, église Saint-Pierre. Réception suivie au pavillon d'Armenonville. » J'ai pleuré en la lisant. Pas de tristesse, de soulagement. Il ne m'avait pas oublié. J'ai passé des semaines à préparer cette journée. J'ai acheté une nouvelle robe. J'ai fait broder la petite tenue de Mathis. J'ai choisi un cadeau. Une médaille en or avec une gravure. À mon petit-fils, avec tout l'amour de grand-mère Juliette. Le matin du baptême, je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air fatiguée, mais heureuse. Je ne savais pas encore que dans quelques heures, mon fils allait me briser le cœur. Parfois, je me demande si j'aurais dû voir venir ce qui s'est passé à l'église. Les signes étaient là. Je les ai simplement ignorés. La veille du baptême, j'avais appelé Thomas pour confirmer l'heure. Il avait répondu rapidement, comme pressé. « Oui, maman, 15h. Tu as reçu l'invitation, non ? » ?»« Oui, mon chéri. Je voulais juste savoir si tu avais besoin de quelque chose. Je peux apporter le dessert, ou... »« Non, non. Tout est organisé. » Sa voix était froide, distante, comme s'il parlait à une collègue. « Thomas, est-ce que tout va bien ?» Un silence. Puis, « Oui, maman, tout va bien. On se voit demain. » Il a raccroché avant que je puisse dire autre chose. J'aurais dû comprendre, mais je ne voulais pas voir. Le matin du baptême, j'ai reçu un message de Céline. Un seul mot. Sobre. Sobre ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Ma robe était élégante, bleu marine, classique. Pourquoi ce message ? J'ai relu 3 fois. Puis j'ai effacé le message. En arrivant à l'église, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les invités, une 50aine de personnes, étaient tous du côté de Céline. Ses parents, ses frères, ses amis. Du côté de Thomas, il n'y avait que 3 personnes. Moi,
sa tante Marguerite et un vieil ami de Pierre. 3 personnes pour représenter toute une vie. Pendant la cérémonie, j'étais assise au 3e rang. Pas au premier, comme les grands-parents devraient l'être. Au 3e. Derrière des gens que je ne connaissais même pas. J'ai essayé de croiser le regard de Thomas. Il regardait droit devant lui, tenant Mathis dans ses bras. Céline souriait, radieuse, entourée de sa famille. Et moi, j'étais seule. À un moment, le prêtre a demandé aux grands-parents de s'avancer pour bénir l'enfant. Les parents de Céline se sont levés immédiatement, tout sourire. Moi, j'ai attendu. J'ai regardé Thomas. Il n'a rien dit. Alors je me suis levée seule, j'ai posé ma main sur la tête de Mathis et j'ai murmuré une prière que Pierre m'avait apprise autrefois. Céline me regardait avec un sourire glacé. Après la cérémonie, tout le monde s'est dirigé vers le parvis pour les photos. J'ai attendu mon tour, mais chaque fois que je m'approchais, quelqu'un se plaçait devant moi. La mère de Céline, ses frères, ses amis. Finalement, le photographe a dit « Voilà, c'est parfait, on a toutes les photos ». Je n'étais sur aucune. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce jour-là. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? C'est à ce moment-là que j'ai voulu partir. Rentrer chez moi avant que la honte soit trop grande. Mais Thomas est venu vers moi. Il avait ce regard que je connaissais trop bien. Celui d'un enfant pris en faute, qui sait qu'il va faire du mal, mais qui le fait quand même. « Maman ». Et là, il a dit ces mots que je n'oublierai jamais. « Il vaut mieux que tu partes maintenant. Céline ne veut pas que tu viennes à la réception. » Je suis restée figée. Autour de nous, les gens riaient, embrassaient le bébé, parlaient fort. Personne ne nous regardait. Elle dit que tu crées toujours des tensions, que ce jour doit rester parfait. S'il te plaît, maman. Ne complique pas les choses. J'aurais pu crier, j'aurais pu pleurer, j'aurais pu gifler mon fils devant tout le monde. Mais je suis une femme de 65 ans qui a appris à souffrir en silence. Alors, j'ai simplement hoché la tête. J'ai embrassé son front, comme je le faisais quand il était petit. Et je suis partie. Dans ma voiture, j'ai conduit pendant 1 heure sans but. Les rues de Paris défilaient. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais rien. Juste un vide immense. En rentrant chez moi, j'ai posé la petite médaille en or sur la table, celle que je n'avais jamais pu offrir. Et j'ai enfin compris. Mon fils avait fait un choix. Et ce choix, ce n'était pas moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise dans mon salon. La médaille en or dans une main, une tasse de thé froid dans l'autre. La petite robe brodée était toujours accrochée là, comme un fantôme blanc dans la pénombre. Je me demandais ce que Pierre aurait fait. Lui qui adorait Thomas. Lui qui disait toujours « Un fils reste un fils, même quand il devient un homme ». Mais Pierre n'était plus là. Et moi, j'étais seule avec ma douleur. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Je n'appellerai plus Thomas. Je n'insisterai plus. S'il voulait me voir, il savait où me trouver. Mais je ne supplierai plus. Une mère a sa dignité, même brisée. Le dimanche matin, j'ai essayé de reprendre ma routine. Café, lecture du journal, un peu de musique classique. Mais tout sonnait faux. Les mots glissaient sans que je les comprenne. La musique me faisait mal. Alors mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Madame Beaumont ?»« Oui. Bonjour, ici Monsieur Lefebvre, de l'agence Prestige Réception. Nous organisons des événements haut de gamme. Je vous appelle au sujet de la réception d'hier, pour le baptême de votre petit-fils. » Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi m'appelait-on? J'avais été exclue de cette réception. Oui, voilà, madame. Nous avons un petit problème avec le règlement. Le contrat a été signé il y a 3 mois par votre fils, Monsieur Thomas Beaumont. Mais tous les paiements, l'acompte et le solde, ont été effectués avec votre carte bancaire. Le compte est enregistré à votre nom. J'ai cessé de respirer. Pardon? Nous avons reçu 3 virements de votre compte au cours des derniers mois. Le dernier, de 7 800 €, a été effectué vendredi dernier. Or, il reste encore 4 200 € à régler pour solde de tout compte. La facture totale s'élève à 12 000 €. 12 000 €. J'ai fermé les yeux. Des images me revenaient, par morceaux. Thomas, il y a 3 mois, qui m'avait demandé ma carte bancaire. Juste pour réserver un restaurant pour l'anniversaire de Céline, maman. Je te rembourse dans la semaine. Il ne m'avait jamais remboursé. Puis un autre virement, 1 mois plus tard. Pour les faire part, maman. C'est urgent. Je te rends l'argent dès que mon bonus tombe. Le bonus n'était jamais tombé. Et vendredi, la veille du baptême, il m'avait appelé, pressé, nerveux. Maman,
J'ai un problème avec ma banque. Ils ont bloqué ma carte. Tu peux me dépanner pour le traiteur? C'est la dernière fois, promis. J'avais dit oui. Comme toujours. Mais je n'avais jamais imaginé. 12 000 €. Madame, vous êtes toujours là? La voix de monsieur Lefebvre me ramena à la réalité. Oui, oui, je suis là. Je comprends que cela puisse être un choc. Normalement, nous n'appelons pas les clients le lendemain d'un événement. Mais votre fils nous a laissé un message hier soir, très tard, demandant de vous contacter directement pour le solde. Il a dit que vous étiez responsable du paiement. Responsable du paiement. Pour une fête dont j'avais été exclu. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Pas de la colère. Pas encore. Plutôt une clarté froide, lumineuse. Thomas ne m'avait pas invité par amour. Il m'avait invité parce qu'il avait besoin de mon argent. Et Céline ne m'avait pas chassé par méchanceté. Elle m'avait chassé parce que j'avais déjà servi. J'étais devenue inutile. Madame Beaumont, que souhaitez-vous que je fasse? J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris, comme mon cœur. Et c'est là que j'ai prononcé 3 mots. 3 petits mots qui allaient tout changer. Annuler le paiement. Un silence à l'autre bout du fil. Pardon? Annuler le virement de vendredi. Je contacte ma banque immédiatement pour faire opposition. Et pour le solde de 4 200 €, vous devrez vous adresser à mon fils. C'est lui qui a organisé cette réception, pas moi. Mais madame, le contrat? Monsieur Lefebvre, je n'ai signé aucun contrat. Mon fils a utilisé mes coordonnées bancaires sans mon consentement total. C'est à lui de régler cette facture. Bonne journée. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il explose. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Thomas. Un seul message. Court, précis, définitif. L'organisateur va t'appeler pour le solde. À toi de régler tes affaires maintenant. Maman. Et j'ai éteint mon téléphone. J'ai passé le reste du dimanche dans un état étrange, ni heureuse, ni triste, juste calme. Comme après un orage violent, quand l'air est encore chargé d'électricité, mais que le ciel commence à se dégager. J'ai rangé la petite robe brodée dans une boîte, j'ai posé la médaille en or à côté, j'ai fermé le couvercle doucement, comme on ferme un cercueil. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai cuisiné pour moi. Pas pour Thomas, pas pour des invités, juste pour moi. Un gratin dauphinois, une salade verte, un verre de vin blanc. J'ai mangé lentement, en écoutant Chopin. À 20 h, j'ai rallumé mon téléphone. 37 appels manqués. 23 messages. Tous de Thomas. J'ai ouvert le premier message, envoyé à 11 h 15. Maman, c'est quoi ce délire? L'organisateur vient de m'appeler. Tu as annulé le paiement? Rappelle-moi, tout de suite. Puis à 12h30, Maman, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu vas nous mettre dans une situation impossible. C'est quoi ce caprice? À 14 h, ok, j'ai compris. Tu es vexé à cause d'hier. Mais là, tu exagères. On peut en parler calmement. Rappelle-moi. À 16 h, le ton changeait. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas 12 000 €. Mon bonus ne tombe qu'en septembre. Si tu ne payes pas, ils vont porter plainte. Tu veux vraiment me faire ça? À 18 h, tu es vraiment égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu étais invité au baptême, non? Tu as vu ton petit-fils. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et le dernier, à 19 h 50. Très bien. Tu as gagné. J'espère que tu es fier de toi. Céline pleure depuis ce matin. Elle dit que tu es une manipulatrice. Et tu sais quoi? Elle a peut-être raison. J'ai lu tous les messages d'une traite. Puis, je les ai relus, calmement, comme on lit une lettre d'un étranger. Ce n'était plus mon fils qui parlait. C'était un homme paniqué, en colère, qui cherchait un coupable. Et j'avais été ce coupable pendant trop longtemps. J'ai écrit une seule réponse. Pas pour me justifier, pas pour me défendre, juste pour poser la vérité, une bonne fois pour toutes. Thomas, tu m'as demandé ma carte bancaire 3 fois en 3 mois. Tu m'as dit que c'était temporaire. Tu ne m'as jamais remboursé. Tu as organisé une réception à 12 000 € sans me demander mon accord. Tu m'as invité à cette réception, puis tu m'as chassé devant tout le monde comme si j'étais une mendiante. Et maintenant, tu me reproches de ne pas payer pour une fête dont j'ai été exclue. Réfléchis bien à ce que tu viens de dire. Et quand tu auras réfléchi, si tu veux me parler, tu sais où me trouver. Mais je ne serai plus ton porte-monnaie. Je suis ta mère, pas ta banque. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de changer d'avis. Puis j'ai bloqué son numéro. Non pas définitivement, juste pour cette nuit. J'avais besoin de silence,
de paix, de ne plus entendre cette voix qui me déchirait le cœur. Le lundi matin, j'ai contacté ma banque. J'ai expliqué la situation calmement, posément. L'employée a été très professionnelle. Elle m'a confirmé que je pouvais faire opposition sur le dernier virement, celui de 7 800 €, dans un délai de 72 heures après l'événement. Pour les autres, c'était trop tard. Mais madame, si votre fils a utilisé votre carte sans autorisation formelle, vous pouvez porter plainte. Porteur plainte contre mon propre fils. L'idée m'a traversé comme un couteau. Non, merci. Je veux juste récupérer ce dernier virement. Très bien. Je lance la procédure. Vous recevrez une confirmation par courrier. J'ai raccroché. 7 800 €. Ce n'était pas tout, mais c'était déjà quelque chose. Et surtout, c'était un message. Je ne me laisse plus faire. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Marguerite, la sœur de Pierre. Elle était l'une des 3 personnes de notre famille présentes au baptême. Juliette, ma chérie. Je viens d'avoir Thomas au téléphone. Il est dans tous ses états. Il dit que tu refuses de payer le traiteur. Est-ce que c'est vrai? J'ai pris une grande inspiration. Oui, Marguerite, c'est vrai. Mais pourquoi? Alors je lui ai tout raconté. Les 3 virements, les promesses non tenues, l'humiliation à l'église, l'exclusion de la réception, les messages de Thomas. Marguerite est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, d'une voix tremblante, « Mon Dieu, Juliette, je ne savais pas. Personne ne savait. Tout le monde pensait que tu étais partie de ton plein gré. Thomas a dit à tout le monde que tu ne te sentais pas bien. Bien sûr, il avait menti. Encore. Écoute-moi bien, ma chérie. Tu as eu raison, complètement raison. Pierre serait fier de toi. Ne cède pas. Thomas doit comprendre ce qu'il t'a fait. Et s'il ne comprend pas maintenant, il comprendra un jour. » Ces mots m'ont fait un bien immense. Quelqu'un me croyait. Quelqu'un me comprenait. Le soir même, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Madame Beaumont ?» Une voix de femme, froide, tranchante. « Céline. »« Oui ? Il faut qu'on parle. »« Je n'ai rien à vous dire, Céline. »« Eh bien moi, j'ai des choses à vous dire. Vous êtes en train de détruire notre famille. Thomas est au bord de la dépression à cause de vous. Il n'a pas les moyens de payer cette facture. Vous le savez très bien. Alors soit vous payez, soit nous allons chez un avocat. » Un avocat. Elle me menaçait. J'ai senti une colère monter en moi. Une colère froide, claire, juste. « Céline, écoutez-moi bien. Vous m'avez chassé du baptême de mon petit-fils. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous avez fait de ma vie un enfer depuis 3 ans. Et maintenant, vous voulez que je paye pour une fête dont vous m'avez exclu? Non, c'est terminé. Thomas a organisé cette réception. Thomas paiera. Vous voulez voir un avocat? Allez-y. Je lui expliquerai comment vous avez utilisé ma carte bancaire sans mon consentement complet. Vous n'oseriez pas. Essayez-moi. » J'ai raccroché, les mains tremblantes. Puis j'ai pleuré. Pas de tristesse, de libération. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. J'avais posé une limite. J'avais défendu ma dignité. Et même si cela me coûtait mon fils, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Car une mère ne doit pas tout accepter. Une mère doit aussi se respecter. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Plus difficiles encore que la mort de Pierre. Car quand on perd un époux, le monde vous entoure, vous console, vous apporte des fleurs et des mots doux. Mais quand on perd un fils vivant, on reste seul avec sa douleur. Personne ne sait quoi dire. Personne ne comprend. Thomas ne m'a pas rappelé. Pas un message. Pas un mot. C'était comme si je n'avais jamais existé. J'ai appris par Marguerite qu'ils avaient finalement payé le traiteur. Les parents de Céline leur avaient prêté l'argent. Mais à un prix, ils devaient vendre leur voiture de luxe, une BMW que Thomas adorait. Et surtout, ils devaient accepter de déménager temporairement chez les beaux-parents, le temps de se remettre à flot. Céline était furieuse. Thomas était humilié. Et moi, j'étais seule dans mon appartement du 6e arrondissement à me demander si j'avais fait le bon choix. Certains soirs, je regardais mon téléphone pendant des heures, tentée de composer son numéro, de m'excuser, de dire que tout était de ma faute, que j'avais exagéré, que je paierais tout si seulement il revenait. Mais chaque fois que cette tentation me prenait, je relisais ces messages. « Tu es égoïste. Céline pleure à cause de toi. Tu es une manipulatrice. » Et je me souvenais de ce regard froid dans l'église, quand il m'avait chassée comme une mendiante. Non, je ne céderai pas. Pas cette fois.
Un matin de juillet, j'ai reçu un appel de Monsieur Lefebvre, l'organisateur de la réception. Madame Beaumont, je voulais vous tenir informée. La facture a été réglée intégralement hier. Je tenais à vous dire que je comprends votre décision. Dans mon métier, j'ai vu beaucoup de familles. Et parfois, les plus beaux événements cachent les pires blessures. Je vous souhaite du courage. Ces mots simples, venant d'un étranger, m'ont ému aux larmes. Merci, monsieur, merci infiniment. Après avoir raccroché, j'ai eu un sentiment étrange, un mélange de soulagement et de vide. L'affaire était close. Thomas avait payé. Mais qu'est-ce que cela changeait? Mon fils ne me parlait plus. Mon petit-fils grandissait sans moi. J'avais gagné une bataille, mais j'avais perdu une guerre. En août, Marguerite m'a invitée à passer quelques jours dans sa maison en Provence. « Tu as besoin de changer d'air, ma chérie. Paris en été, c'est étouffant. Viens, on parlera, on boira du rosé, on oubliera tout ça. » J'ai accepté. J'avais besoin de m'éloigner de cet appartement qui résonnait de trop de silence. La Provence m'a fait du bien. Les cigales, la lavande, le soleil. Marguerite cuisinait, racontait des souvenirs de Pierre, me faisait rire malgré moi. Un soir, nous étions assises sur sa terrasse, regardant le soleil se coucher derrière les collines. « Tu sais, Juliette, j'ai réfléchi à toute cette histoire. Ah oui, oui, et je pense que Thomas va revenir. » Mon cœur a bondi. « Tu crois ? J'en suis sûre. Pas maintenant. Il est encore trop orgueilleux, trop sous l'influence de cette femme. Mais un jour il comprendra. Les enfants comprennent toujours, parfois trop tard, mais ils comprennent. Et si c'était trop tard, justement ? Marguerite m'a regardée avec tendresse. Alors tu auras au moins gardé ta dignité. Et crois-moi, ma chérie, c'est la seule chose qu'on emporte vraiment avec soi. Pierre disait toujours « Mieux vaut être seul et droit que entouré et courbé ». Ces mots sont restés gravés en moi. En rentrant à Paris début septembre, j'ai pris une décision. Je ne vivrai plus en attendant que Thomas revienne. Je ne passerai plus mes journées à espérer un message, un appel, un signe. J'allais reprendre ma vie. Pour moi. Je me suis inscrite à un club de lecture. J'ai recommencé à donner des cours particuliers de français à des lycéens. J'ai repris contact avec d'anciennes amies que j'avais négligées pendant des années, trop occupées à tourner autour de mon fils. Et doucement, très doucement, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu, moi-même. Un après-midi d'octobre, alors que je sortais d'une librairie près de Saint-Germain-des-Prés, j'ai aperçu quelqu'un au loin, une silhouette familière. Mon cœur s'est arrêté. Thomas. Il était seul, marchant lentement sur le boulevard, les mains dans les poches. Il avait l'air fatigué, plus vieux aussi, comme si ces 4 mois avaient pesé sur lui. J'ai hésité. Devais-je l'approcher, lui parler, faire comme si de rien n'était? Mais avant que je puisse décider, il m'a vu. Nos regards se sont croisés. Pendant quelques secondes interminables, nous sommes restés immobiles, à nous observer comme 2 étrangers qui se reconnaissent vaguement. Puis Thomas a détourné les yeux, et il est parti dans la direction opposée. Ce soir-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des mois. Pas de colère, pas de rage, juste une tristesse immense, profonde, inconsolable. Mon fils m'avait vu, et il avait choisi de partir. Les jours suivants ont été parmi les plus sombres. Je me demandais si j'avais eu raison, si tout cela en valait vraiment la peine. 7 800 €, une question de principe. Mais à quel prix? Puis un matin de novembre, j'ai reçu un appel de Marguerite. Sa voix tremblait. « Juliette, je dois te dire quelque chose. »« Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est Thomas. Il a quitté Céline. Le monde s'est arrêté de tourner. »« Quoi? Il est parti de chez les beaux-parents il y a 2 semaines. Il a pris un petit appartement près de Bastille. Il ne voit plus Mathis qu'un week-end sur 2. Céline a demandé le divorce. J'ai dû m'asseoir. Ma tête tournait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Marguerite a soupiré. D'après ce que j'ai compris, Céline l'a quitté. Elle lui a reproché de ne pas gagner assez d'argent, de l'avoir mise dans l'embarras avec cette histoire de baptême, d'être trop faible. Elle a dit qu'elle méritait mieux qu'un homme qui se laisse marcher dessus par sa mère. Ironie cruelle. Elle l'avait quitté parce qu'il m'avait défendu? Non, elle l'avait quitté parce qu'il avait perdu, parce qu'il n'était plus assez riche, assez fort, assez utile. Et Thomas, comment va-t-il? Pas bien, ma chérie, pas bien du tout. Un long silence. Est-ce qu'il a demandé de mes nouvelles? Marguerite a hésité. Non, pas encore. Il est trop fier, trop blessé. Mais
Je pense qu'il en a envie. Je le connais. Je vois bien qu'il regrette. Regretter n'était pas suffisant. Pas après tout ce qu'il m'avait fait. Mais une petite partie de moi, cette partie qui sera toujours une mère, espérait quand même. 2 semaines plus tard, le jour de mon 66e anniversaire, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, écrite à la main, sur du papier blanc. L'enveloppe portait l'écriture de Thomas. J'ai mis 1 heure avant de l'ouvrir. J'avais peur, peur de ce qu'elle contenait, peur d'être déçue encore une fois. Finalement, j'ai déchiré l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Peut-être que tu l'as déjà jetée. Et je comprendrai. Je t'écris aujourd'hui parce que c'est ton anniversaire. Je m'en souviens, même si je n'ai pas été là ces dernières années pour le célébrer avec toi. Maman, je suis désolée. Je suis désolée pour le baptême, pour les virements, pour les mots terribles que je t'ai dit, pour t'avoir chassée alors que tu ne méritais que de l'amour. Pendant des mois, j'ai été en colère contre toi. Je pensais que tu avais tout gâché par orgueil. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la dignité. Tu m'as appris, toute ma vie, à être juste, à défendre mes valeurs, à ne pas me laisser écraser. Et quand tu as refusé de payer, tu faisais exactement ça. Tu défendais ta dignité. Moi, je l'avais perdue depuis longtemps. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je ne te demande même pas de me répondre. Je voulais juste que tu saches que je regrette, que je t'aime, et que papa serait fier de toi. Ton fils qui t'aime malgré tout, Thomas. J'ai lu cette lettre 10 fois, 20 fois, puis je l'ai posée sur la table, à côté de la petite médaille en or que je n'avais jamais pu offrir. Et j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes différentes, pas de tristesse, d'espoir. Mon fils avait compris, peut-être trop tard pour réparer tout ce qui avait été cassé. Mais il avait compris, et c'était déjà beaucoup. J'ai gardé cette lettre pendant 3 jours sans y répondre, non pas par rancune, mais parce que je voulais être sûre de mes mots, sûre de mes intentions, sûre que si je répondais, ce serait pour les bonnes raisons, et non par cette vieille habitude de mère qui pardonne tout, qui oublie tout, qui se sacrifie toujours. J'avais changé, et Thomas devait comprendre que ce changement était définitif. Le 4e jour, je me suis assise à mon bureau, celui où Pierre corrigeait autrefois ses plans d'architecture. J'ai pris une feuille de papier blanc, mon stylo à encre bleue, et j'ai écrit « Thomas, j'ai reçu ta lettre, je l'ai lue plusieurs fois, et je veux que tu saches que tes excuses me touchent profondément. Mais des excuses ne suffisent pas à effacer la douleur. Elles ne ramènent pas les mois perdus. Elles ne réparent pas l'humiliation que j'ai ressentie ce jour-là, devant l'église, quand mon propre fils m'a dit de partir. Thomas, je t'aime, je t'aimerai, toujours. Tu es mon fils, et rien ne changera jamais cela. Mais je ne peux plus être la mère que j'étais avant, celle qui accepte tout, celle qui se tait, celle qui paye sans rien dire. Si tu veux qu'on se revoie, je suis prête, mais à une condition, que tu me respectes, vraiment. Pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Que tu ne me traites plus jamais comme une option, comme un porte-monnaie, comme une présence encombrante. Je suis ta mère. Et une mère mérite du respect, même quand elle dit non. Si tu es d'accord avec cela, appelle-moi. Pas par message, par téléphone. Je veux entendre ta voix. Maman. J'ai posté la lettre le lendemain matin, puis j'ai attendu. 1 semaine est passée, puis 2. Silence complet. J'ai commencé à penser qu'il ne répondrait jamais, que sa lettre n'avait été qu'un moment de faiblesse, une tentative de soulager sa conscience, mais qu'au fond, rien n'avait vraiment changé. Puis, un jeudi soir de fin novembre, mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Finalement, j'ai décroché. « Allô ? Maman ?» Sa voix était cassée, fragile. Ce n'était plus la voix froide et distante du baptême. C'était la voix de mon petit garçon, celui qui venait se réfugier dans mes bras après un cauchemar. « Bonsoir, Thomas. » Un long silence. Je l'entendais respirer difficilement, comme s'il cherchait ses mots. « Maman, j'ai reçu ta lettre, et tu as raison. Surtout. Continue. Je ne t'ai pas respectée. Pendant des années, je t'ai prise pour acquise. Je pensais que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive, que tu pardonnerais tout. Et Céline, elle a profité de ça. Elle a vu que tu étais faible avec moi et elle m'a poussé à te traiter encore plus mal. Pourquoi tu l'as laissée faire ? » Il a soupiré. « Parce que j'avais peur de la perdre. Elle était belle, brillante, ambitieuse. Et moi j'étais juste un type normal.
Je pensais que si je lui obéissais en tout, elle resterait avec moi. Mais j'avais tort. Elle est quand même partie. Pas parce que tu lui as obéi, Thomas. Elle est partie parce qu'elle n'aimait pas l'homme que tu étais devenu. Un homme qui trahit sa propre mère ne peut pas être un bon mari. Ces mots étaient durs, mais vrais. Il devait les entendre. Je sais, maman. Je sais. Et maintenant, je me retrouve seule. Je vois mon fils un week-end sur 2. Je vis dans un appartement minuscule. Et je me demande comment j'ai pu gâcher autant de choses. J'aurais pu dire « tu l'as mérité ». J'aurais pu dire « tu vois ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime ?» Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'une mère, même blessée, reste une mère. Thomas, écoute-moi. Tu as fait des erreurs. Graves. Mais tu peux encore réparer certaines choses. Pas tout. Mais certaines. Comment ? En devenant l'homme que ton père aurait voulu que tu sois. Un homme juste. Un homme droit. Un homme qui ne laisse personne, pas même une femme qu'il aime, lui faire perdre son âme. Un long silence. Puis, est-ce que je pourrais venir te voir? Pas tout de suite, quand tu seras prête, juste pour parler, pour qu'on essaie de reconstruire quelque chose. J'ai fermé les yeux. Cette conversation, je l'avais imaginée 100 fois. Mais maintenant qu'elle arrivait, j'avais peur. Peur de retomber dans les vieux schémas, peur de tout pardonner trop vite, peur de redevenir cette femme qui se plie, qui cède, qui oublie. Oui, Thomas, tu peux venir, mais pas cette semaine, pas la semaine prochaine non plus. Appelle-moi dans 15 jours, on verra alors. 15 jours? Mais maman, 15 jours, Thomas. J'ai besoin de temps, et toi aussi. Le temps de réfléchir vraiment à ce que tu veux. Il a accepté. Nous avons raccroché peu après, et moi j'ai pleuré, encore une fois. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la joie. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange de soulagement, d'espoir et de mélancolie pour tout ce temps perdu. Les 15 jours suivants ont été étranges. Je continuais ma vie, mes cours, mon club de lecture, mes promenades dans Paris. Mais une partie de moi attendait ce moment où je reverrais mon fils. Attendait de savoir si nous pourrions vraiment reconstruire quelque chose. J'ai aussi beaucoup réfléchi à ce que je voulais, à ce que j'étais prête à accepter, à mes limites. Et j'ai pris une décision importante. Je ne paierai jamais plus rien pour Thomas. Pas un centime. S'il avait besoin d'aide, je l'aiderai avec des conseils, avec mon temps, avec mon amour. Mais plus jamais avec de l'argent. Cette époque était révolue. Exactement 15 jours plus tard, Thomas a rappelé. « Maman? C'est moi? Est-ce que je peux venir dimanche? Oui, viens à 14 heures. On prendra le thé. Le dimanche, j'ai tout préparé avec soin. J'ai fait des madeleines, ses préférées quand il était petit. J'ai sorti la belle porcelaine que Pierre avait rapportée de Chine. J'ai mis des fleurs fraîches sur la table. Mais je n'ai pas sorti la robe brodée. Je ne l'ai pas sortie exprès. Ce symbole appartenait au passé. Aujourd'hui, nous commencions autre chose. À 14 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Thomas était là, un bouquet de pivoine blanche à la main, mes fleurs préférées. Il avait maigri, des cernes sous les yeux, une barbe de quelques jours. Il avait l'air fatigué, brisé, mais aussi sincère. « Bonjour maman. Bonjour Thomas. Entre. » Nous nous sommes assis dans le salon. Le silence était pesant au début, mais pas hostile, juste chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, Thomas a parlé. « Maman, avant qu'on dise quoi que ce soit d'autre, je veux te demander pardon. En face, dans les yeux. Je te demande pardon pour t'avoir chassé du baptême, pour t'avoir utilisé, pour t'avoir manqué de respect, pour toutes ces années où je t'ai traité comme si tu étais secondaire. Tu mérites mieux, tu as toujours mérité mieux. » Ses yeux étaient remplis de larmes, les miens aussi. Merci Thomas, merci de le dire. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai pris une longue inspiration. Oui Thomas, je peux te pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire que tout redevient comme avant. Les choses ont changé. Moi, j'ai changé. Je sais. Et c'est bien. Tu as eu raison de changer, de te défendre. Papa aurait été fier de toi. Ces mots que j'attendais depuis si longtemps. Nous avons parlé pendant 3 heures. De tout. De Céline, du divorce, de Mathis, de la solitude, des regrets. Thomas m'a raconté comment Céline l'avait quitté du jour au lendemain, comment elle lui avait reproché d'être trop faible,
Comment elle voulait maintenant limiter ses droits de visite. Elle dit que je suis instable, que je n'ai pas assez d'argent pour bien élever Mathis. Elle veut que je verse plus de pension alimentaire alors que je gagne à peine de quoi vivre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me battre. Pour mon fils. C'est la seule chose qui compte maintenant. Je l'ai regardé. Mon fils. Enfin, je retrouvais quelque chose de lui. De l'homme qu'il aurait toujours dû être. Alors batte-toi, Thomas. Mais batte-toi avec honneur. Pas par vengeance. D'accord, maman. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras, longuement, et j'ai senti, pour la première fois depuis des années, que mon fils était vraiment revenu. Pas complètement, pas encore, mais il était sur le chemin. Et moi, j'avais appris quelque chose de précieux. On peut aimer quelqu'un et poser des limites. On peut pardonner sans tout oublier. On peut être une mère sans être une victime. La vie m'avait brisée, mais elle m'avait aussi appris à me relever. Et cette leçon-là, personne ne pourrait me l'enlever. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction. Lente, parfois douloureuse, mais réelle. Thomas et moi nous voyons désormais toutes les 2 semaines. Pas plus. J'avais posé cette limite et il la respectait. Nous prenions le thé, nous parlions, nous apprenions à nous reconnaître. C'était comme faire connaissance avec un étranger qui vous ressemble. Il me racontait sa vie, son travail difficile, ses problèmes d'argent, ses batailles juridiques avec Céline pour obtenir plus de temps avec Mathis. Je l'écoutais, je conseillais parfois, mais je ne m'impliquais plus émotionnellement comme avant. J'avais appris à aimer mon fils tout en gardant une distance protectrice. Un jour de février, Thomas est arrivé chez moi avec une nouvelle troublante. « Maman, tu ne devineras jamais ce qui est arrivé. » « Quoi donc ? » Céline s'est remariée. Mon cœur a fait un bond. Remariée ? Déjà ? Le divorce n'était même pas finalisé. Comment ça, remariée ? Enfin, pas officiellement. Mais elle vit avec quelqu'un. Un type qu'elle a rencontré il y a 6 mois. Un banquier. Très riche, apparemment. Elle a emménagé chez lui dans le 16e arrondissement, un appartement immense, vue sur la tour Eiffel. Il y avait de l'amertume dans sa voix, mais aussi quelque chose d'autre. Du soulagement, peut-être. Et Mathis ? Il est avec eux. Céline dit que cet homme est un meilleur modèle pour mon fils, que je n'ai rien à lui offrir. Thomas ? Non, laisse-moi finir. Au début, ça m'a détruit. Je pensais que j'avais tout perdu. Mon fils, ma femme, ma vie. Mais tu sais quoi ? En voyant Céline avec cet homme, j'ai compris quelque chose. Quoi ? Qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait ce que je représentais. Le statut, l'argent, la sécurité. Mais moi, Thomas, l'homme que je suis vraiment, elle ne m'a jamais vu. Et maintenant, elle est avec ce banquier parce qu'il gagne plus que moi. Dans 5 ans, elle sera peut-être avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus riche encore. Ces mots m'ont frappé. Mon fils comprenait enfin. Il voyait enfin qui était vraiment cette femme. « Et toi, Thomas, comment tu te sens ?» Il a souri. Un sourire triste, mais sincère. « Libre, maman. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. » Les semaines suivantes, j'ai appris par Marguerite que les choses ne se passaient pas aussi bien que Céline l'espérait dans sa nouvelle vie. Le banquier est très exigeant, paraît-il. Il veut que Céline soit parfaite, toujours élégante, toujours souriante. Elle ne peut plus voir ses amis comme avant. Il contrôle tout ce qu'elle fait. Et Mathis, le pauvre petit, pleure souvent. Il demande son papa. Mon cœur s'est serré. Mathis, mon petit-fils que je n'avais pas vu depuis presque 1 an. Cet enfant qui grandissait sans connaître sa grand-mère. Et Thomas peut le voir ? Un week-end sur 2, comme prévu par le juge. Mais Céline fait tout pour rendre les choses difficiles. Elle change les horaires à la dernière minute. Elle dit que Mathis est malade alors qu'il ne l'est pas. Elle invente des prétextes. La colère montait en moi. Cette femme n'en avait donc jamais assez. Elle avait détruit mon fils, pris son argent, humilié notre famille. Et maintenant, elle voulait lui enlever son enfant aussi. Mais je me suis rappelé les paroles de Pierre, celles que Marguerite m'avait répétées. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai décidé d'attendre, d'observer, de laisser le temps faire son œuvre. Et le temps, en effet, a fini par parler. En avril, Thomas est arrivé chez moi avec un visage que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Il souriait. Vraiment. « Maman, j'ai une bonne nouvelle. » « Laquelle ? » Le juge a modifié la garde. Maintenant, j'ai Mathis 1 semaine sur 2. Céline a perdu. Comment c'est possible ? Son nouveau compagnon a été arrêté pour fraude fiscale. Une grosse affaire. C'est dans tous les journaux.
Céline est impliquée aussi, même si elle jure qu'elle ne savait rien. En tout cas, le juge a estimé que ce n'était plus un environnement stable pour Mathis. Alors il m'a accordé plus de temps. Je suis restée sans voix. La justice, la vraie, celle qui vient naturellement, quand on laisse les choses suivre leur cours. Et Céline, comment elle a réagi? Elle est furieuse. Elle m'a appelée en hurlant, disant que c'était ma faute, que j'avais tout manigancé. Mais je n'ai rien fait, maman. Absolument rien. C'est elle qui a choisi cet homme. C'est elle qui a voulu tout contrôler. Et maintenant, elle paye le prix. Je me suis souvenue de ce jour terrible, devant l'église, quand Céline m'avait regardée avec ce sourire froid et m'avait fait chasser comme une intruse. Je me suis souvenue de ces mots. Tu es vieillotte, encombrante, inutile. Et maintenant, cette même femme se retrouvait seule, accusée de complicité de fraude, en train de perdre la garde de son propre fils. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune satisfaction, juste une forme de paix, une compréhension profonde que les choses, finalement, s'équilibrent toujours. Thomas, est-ce que je pourrais voir Mathis? Un jour, il m'a regardé, les yeux brillants. Maman, c'est justement pour ça que je suis venue. La semaine prochaine, je l'ai pour une semaine entière. Et j'ai pensé, si tu veux, on pourrait venir déjeuner ici. Toi, moi et Mathis, comme une vraie famille. Les larmes ont jailli. Des larmes de soulagement, de gratitude, de rédemption. Oui, Thomas. Oui, bien sûr. Le dimanche suivant, j'ai tout préparé avec soin. J'ai cuisiné le poulet rôti que Thomas aimait enfant. J'ai fait un gâteau au chocolat. J'ai sorti les jouets que j'avais gardés, de vieux soldats de plomb qui avaient appartenu à Pierre, des livres d'images, un petit train en bois. Et j'ai sorti la robe brodée, celle que je n'avais jamais pu offrir. Je l'ai posée sur une chaise, bien en évidence. Non pas pour rappeler la douleur, mais pour me rappeler le chemin parcouru. À midi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Thomas était là, tenant la main d'un petit garçon aux grands yeux noirs. Mathis, mon petit-fils. Il avait presque 3 ans maintenant. Il me regardait avec curiosité, un peu timide. Mathis, je te présente quelqu'un de très important. C'est mamie Juliette, la maman de papa. Mathis m'a regardé longuement, puis, avec une petite voix claire. Bonjour mamie. Mon cœur a éclaté. Je me suis agenouillée à sa hauteur, les larmes aux yeux. Bonjour mon petit ange. Je suis tellement heureuse de te connaître. Nous avons passé l'après-midi ensemble. Mathis a joué avec les soldats de plomb. Il a ri en écoutant les histoires que je lui racontais. Il a mangé du gâteau au chocolat en se salissant le visage. Et à un moment, sans que personne ne lui demande, il est venu s'asseoir sur mes genoux et a posé sa petite tête contre ma poitrine. Thomas nous regardait, les yeux humides. Merci maman. De quoi? De ne pas avoir abandonné, de m'avoir montré ce qu'était la dignité, de m'avoir appris, même dans la douleur, à rester debout. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais gagné. Pas contre Céline, pas contre Thomas, mais contre moi-même, contre cette vieille version de moi qui acceptait tout, qui se taisait, qui se pliait. J'avais retrouvé ma voix, et avec elle, ma famille. Quelques semaines plus tard, Marguerite m'a appelé avec une dernière nouvelle. « Juliette, tu ne devineras jamais. Céline a quitté Paris. Elle est partie vivre à Lyon, chez sa mère. Le banquier l'a quittée, il est en prison. Elle a perdu son travail. Elle a tout perdu. Et Mathis? Il reste avec Thomas. Céline ne le voit qu'une fois par mois maintenant. Le juge a estimé qu'elle n'était pas en état psychologique stable. Je suis restée silencieuse un long moment. Tu sais, Marguerite, je ne souhaite de mal à personne. Même pas à elle. Mais quoi? Mais je crois que la vie nous enseigne toujours, parfois avec douceur, parfois avec violence. Céline m'avait traitée de vieille folle, d'encombrante, d'inutile. Elle m'avait chassée du baptême de mon propre petit-fils. Et aujourd'hui, des années plus tard, c'est elle qui se retrouve seule, dans un couloir de vie qu'elle ne reconnaît plus. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Marguerite a soupiré. Pierre avait raison. Comme toujours. En raccrochant, je me suis dirigée vers le salon. La petite robe brodée était toujours là, sur la chaise. Je l'ai prise dans mes mains, j'ai passé mes doigts sur les points délicats que j'avais cousus avec tant d'amour. Puis, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai rangée dans une boîte, avec la médaille en or. Ces objets ne me faisaient plus mal. Ils étaient juste des souvenirs, des témoins silencieux d'une tempête traversée. Et moi, j'étais toujours debout. Aujourd'hui, j'ai 68 ans.
3 ans se sont écoulés depuis ce baptême qui a tout changé. 3 ans depuis que j'ai prononcé ces 3 mots au téléphone. Annuler le paiement. 3 petits mots qui ont bouleversé ma vie. Parfois, le soir, je repense à cette femme que j'étais. Celle qui se taisait toujours. Celle qui payait sans rien dire. Celle qui acceptait l'inacceptable par peur de perdre l'amour de son fils. Cette femme n'existe plus. À sa place, il y a moi, Juliette Beaumont, une femme qui a appris, tard dans sa vie, que l'amour ne doit jamais être synonyme de soumission, qu'une mère peut aimer profondément son enfant tout en refusant d'être maltraitée, que dire non, parfois, c'est le plus grand acte d'amour qu'on puisse offrir. Thomas vient me voir chaque semaine maintenant, parfois seul, souvent avec Mathis. Mon petit-fils a presque 6 ans. Il m'appelle Mamie Juliette, avec ce sourire qui illumine mes journées. Il dort parfois chez moi le week-end. Nous faisons des gâteaux ensemble, nous lisons des histoires, nous nous promenons au jardin du Luxembourg. Il ne se souvient pas du baptême. Il ne sait rien de cette période sombre. Pour lui, j'ai toujours été là. Et d'une certaine manière, c'est vrai. J'ai toujours été là, mais invisible, effacée, oubliée. Aujourd'hui, je suis présente, vraiment présente. Thomas a changé, lui aussi. Il n'est plus cet homme soumis, perdu dans l'ombre d'une femme qui ne l'aimait pas. Il a retrouvé sa force, sa dignité. Il travaille dur, élève son fils du mieux qu'il peut. Il n'est pas parfait, personne ne l'est, mais il est honnête. Et c'est ce qui compte. Un dimanche après-midi du mois de mai, nous étions tous les 3 assis dans mon salon. Mathis jouait avec les soldats de plomb de son grand-père. Thomas buvait son thé en silence, perdu dans ses pensées. Soudain, il a parlé. « Maman, tu te souviens de ce jour ? Le baptême ?» Mon cœur s'est serré. Nous n'avions jamais vraiment reparlé de ce jour-là. Pas en détail. C'était comme une blessure qu'on préférait ne pas rouvrir. Oui, Thomas, je m'en souviens. Moi aussi. Chaque jour, je m'en souviens. Et chaque jour, j'ai honte. Thomas. Non, laisse-moi finir. J'ai honte de l'homme que j'étais ce jour-là. Honte de t'avoir chassé. Honte d'avoir laissé Céline te traiter comme ça. Honte d'avoir utilisé ton argent sans te respecter. Il s'est tourné vers moi, les yeux remplis de larmes. Mais tu sais ce qui me fait le plus honte ? C'est qu'il a fallu que tu te défendes pour que je comprenne. J'aurais dû comprendre avant. J'aurais dû te protéger. Mais j'étais aveugle, lâche, faible. Thomas, arrête. Non, maman. Il faut que je le dise. Parce que je veux que tu saches que ce que tu as fait ce jour-là, ce n'était pas de l'égoïsme. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était du courage. Un courage que je n'avais pas. J'ai pris sa main dans la mienne. Mon chéri, écoute-moi. Nous avons tous fait des erreurs. Toi, moi, tout le monde. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que nous avons fait après. Tu as appris. Tu as changé. Tu es devenu un meilleur père, un meilleur homme. C'est ça qui compte. Tu ne m'en veux plus ? J'ai souri doucement. Je ne t'en veux plus, Thomas. Je t'aime. Et ton père, où qu'il soit, t'aime aussi. Mathis a levé la tête à ce moment-là. Mamie, c'est qui mon grand-père ? Je l'ai pris dans mes bras. C'était un homme merveilleux, mon chéri. Un homme juste, droit, bon. Il aurait été tellement fier de toi. Il est au ciel ? Oui, mon ange. Il est au ciel. Alors il nous voit ? Oui, je crois qu'il nous voit. Mathis a réfléchi un instant, puis il a dit avec cette innocence magnifique des enfants, « Alors il est content que je sois avec toi, mamie, parce que toi aussi, tu es merveilleuse. » Mon cœur a fondu. J'ai serré cet enfant contre moi et j'ai pleuré. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur pur. Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi à Céline. Je ne la vois plus, bien sûr. Elle vit toujours à Lyon, chez sa mère. D'après ce que Thomas m'a raconté, elle travaille dans une petite boutique de vêtements. Elle a perdu sa superbe, son arrogance, son pouvoir. Elle voit Mathis une fois par mois, parfois moins. L'enfant revient toujours un peu triste de ses visites. Elle est différente, dit-il. Elle pleure beaucoup. Elle dit que personne ne l'aime. Parfois, je me demande si elle pense à moi, si elle se souvient de cette femme qu'elle avait chassée, humiliée, écrasée. Si elle comprend aujourd'hui que la vie lui a rendu exactement ce qu'elle avait donné. Je ne lui souhaite pas de mal. Vraiment, je ne ressens plus de colère envers elle, juste une forme de tristesse pour cette femme qui a tout sacrifié. L'amour, la famille, la dignité, pour l'argent et le pouvoir. Et qui, finalement, a tout perdu. La vie est étrange. Elle nous enseigne des leçons que nous ne voulons pas toujours apprendre, mais elle les enseigne quand même, avec patience, avec justice.
J'ai appris, moi, que le silence n'est pas toujours de l'or, que parfois, il faut crier pour être entendu, que parfois, il faut partir pour qu'on vous cherche, que parfois, il faut dire non pour qu'on vous respecte. J'ai appris qu'une mère n'est pas une sainte, qu'elle a le droit de souffrir, de se défendre, de poser des limites, qu'aimer ne signifie pas tout accepter. Et surtout, j'ai appris que la dignité est le seul trésor qu'on emporte vraiment avec soi. Hier, Thomas m'a apporté quelque chose. Une petite boîte enveloppée dans du papier doré. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. J'ai déchiré le papier délicatement. À l'intérieur, il y avait un cadre. Et dans ce cadre, une photo. Une photo prise il y a quelques semaines, au parc. Moi, Thomas et Mathis. Tous les trois souriants, heureux, ensemble. En bas du cadre, une petite plaque gravée, à maman, qui nous a appris que l'amour véritable commence par le respect. Merci de ne jamais avoir abandonné. Thomas et Mathis. J'ai pleuré en lisant ces mots. Des larmes de joie, de reconnaissance, de paix. Ce soir, cette photo est posée sur ma table de nuit. À côté, la petite médaille en or que je n'avais jamais pu offrir. Et dans un tiroir, bien rangé, la robe brodée qui a traversé cette tempête avec moi. Ces objets ne sont plus des symboles de douleur. Ils sont des témoins, des preuves que j'ai survécu, que j'ai vaincu. Pas Céline, pas Thomas, mais moi-même. Mes propres peurs, ma propre faiblesse. Je regarde par la fenêtre. Le ciel de Paris est rose ce soir. Les toits brillent sous le soleil couchant. Quelque part dans cette ville immense, il y a des femmes qui souffrent en silence, des femmes qui acceptent l'inacceptable, des femmes qui se taisent par peur de perdre l'amour. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une de ces femmes à ouvrir les yeux, à se défendre, à retrouver sa dignité, alors tout cela aura eu un sens. Tout cela, la douleur, les larmes, la solitude, la lutte, aura eu un sens, car une femme qui se respecte est une femme libre. Et moi, Juliette Beaumont, à 68 ans, je suis enfin libre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.